Je m'appelle Amina Issaoui, je suis chercheur à Paris-Dauphine en sciences économiques, notamment en pharmacoéconomie. Et je travaille notamment sur l'économie de l'innovation appliquée à tout ce qui est thérapeutique nouvelle, technologie de santé et surtout les médicaments. Et moi, j'avais fait ma thèse sur l'oncologie. Il y a de ça, j'ai fini ça l'an passé, donc je suis un jeune chercheur. Et voilà, donc je vais essayer de parler de la prise de décision et l'apport de l'évaluation économique dans cette fameuse prise de décision. Et je vais essayer de parler d'un cas qui est la prise en charge des urticaires chroniques spontanés. Donc avant toute chose, comme ça vient d'être dit par le précédent speaker, donc voilà, ces dernières années, le secteur hospitalier a connu de nombreuses transformations, avec notamment l'évolution des technologies telles que les diagnostics, l'informatisation, ça va être discuté notamment via l'informatisation du circuit du médicament, il y a aussi l'informatisation des données hospitalières. On a connu aussi une amélioration de soins et aussi effectivement l'arrivée de ces médicaments innovants qui ne cessent d'être chaque année de plus en plus coûteux, et ça c'est une problématique au niveau international. Et parallèlement à cela, s'ajoute une réalité économique, la première étant la crise internationale qui a impacté l'ensemble de la planète, l'instabilité économique qui est liée au niveau national aujourd'hui, qu'on connaît tous, et les mutations des hôpitaux qui ont été entrepris il y a 10 ans sont chronophages, comme toute mutation de structure institutionnelle, et ça exige de lourdes dépenses en conséquence. Et dans tout ça, on a ces fameuses innovations médicales qui sont coûteuses. Donc il y a un dilemme se pose pour ce qui est du challenge du pharmacien hospitalier, qui est en l'occurrence double. C'est d'une part s'adapter aux nouvelles exigences de soins et de santé ainsi qu'aux attentes du patient, et aussi de pérenniser le système de soins, parce qu'on a tous une responsabilité quant à maintenir ce système de santé périn. Et ça, c'est effectivement au niveau hospitalier, parce qu'il s'agit des pharmaciens hospitaliers pour aujourd'hui. Donc, toujours dans le contexte du pharmacien hospitalier, donc l'arrivée de ces innovations qui sont coûteuses et innovantes à la fois par nature, pose de nombreuses questions au sein hospitalier. Donc, la première des choses, ça va être la valeur qu'on doit leur accorder. Quelle est-elle, d'un point de vue thérapeutique, économique, sociétal, mais aussi la préférence au niveau patient. La deuxième question, c'est effectivement comment les financer. Et la troisième, c'est donc si on doit les financer, c'est quelle politique doit-on pratiquer? Est-ce qu'il faut prioriser ou alors rationaliser, c'est-à-dire consommer des nouvelles innovations au détriment de d'autres, ou rationaliser, c'est-à-dire limiter un maximum les dépenses pour pouvoir se permettre ces innovations. Et aussi, effectivement, d'un point de vue managérial, c'est quelle organisation adopter, puisque ces innovations ont tendance à chambouler et voire révolutionner, on va dire, la prise en charge, et notamment le parcours de soins, et aussi l'activité hospitalière, que ce soit la place du pharmacien et du clinicien. Donc les éléments de réponse conceptuellement qui ont été émis, que ce soit au niveau national, les démarches ont été claires. C'est le renforcement des démarches évaluatives, avec l'insistance sur l'evidence-based medicine, c'est-à-dire décision qui doit être fondée de plus en plus sur la preuve, création d'agences pour donner plus de sens à cette notion de suivi, de qualité, de sécurité et d'efficacité, raffermissement de la politique de prix. Ça, c'est d'un point de vue international, ces 10 dernières années, même ces 15 dernières années, on a vu de nombreuses... Les principales réformes des différents ministères de la Santé, ça a été surtout lié aux politiques de prix du médicament. Politique de substitution, qu'on connaît, c'est-à-dire générique, biosimilaire, etc. Limitation de la prise en charge et évaluation économique. Et puis d'un point de vue hospitalier, les éléments de réponse sont notamment l'informatisation. En France, on a ce qu'on appelle, avec la mise en place des DRG, le DRG, c'est un cancer, enfin, la terminologie, l'acronyme, c'est Diagnostic Related Group, c'est ce qu'on appelle en France le groupe homogène de séjour. L'informatisation, c'est le PMSI. Et l'idée, c'est d'informatiser tous les actes médico-administratifs de manière informatique, de connaître un petit peu le suivi des dépenses.
enfin de suivi, de pouvoir d'une part mettre un tarif sur chaque acte médical, mais aussi de pouvoir suivre de façon plus rationnelle l'activité hospitalière, d'un point de vue économique. Régulation, l'autre élément de réponse, c'est aussi la régulation par la qualité. Donc il y a aussi la mise en place de contrats de bon usage. Les points d'interrogation en fait s'adressent au niveau local, c'est-à-dire moi je ne sais pas si ce genre d'outils ou d'instruments ont été mis en place ici localement. Donc contrat de bon usage qui est de contrôler le bon produit pour la bonne indication pour le patient, etc. Pour avoir pas avoir de dépassement, etc. Au niveau volume du prix, de volume du médicament. Mise en place d'indicateurs de suivi pour suivre la qualité comme il le faut. Et puis politique d'achat avec groupement ou pas, est-ce que c'est la solution pour mieux optimiser les dépenses. Et puis il y a aussi l'évaluation économique. Donc l'activité hospitalière d'un point de vue budgétaire. Alors, à quoi va répondre l'évaluation économique? C'est un petit peu à ce schéma, c'est-à-dire de se dire, bon voilà, on sait qu'il y a une allocation budgétaire qui va être liée à des dépenses fixes qu'on connaît, salaire, logistique, pharmacie, gestion générale, et puis les dépenses variables aussi qui sont liées aux consommables, notamment médicaments, labos, sang, voire dialyse. Donc ça, c'est au temps zéro lorsque l'on fixe notre budget sur ces dépenses, sur notre tableau comptable. On sait qu'il y a ces dépenses-là. Et puis, avec l'arrivée des innovations, on se retrouve toujours face à une dépense supplémentaire. Donc, généralement, c'est lié à l'introduction d'une nouvelle intervention, voire plusieurs. En général, c'est plusieurs. Et avec l'arrivée de ces innovations, se pose la question claire sur le budget. Le budget comme étant limité, la nouvelle thérapie va-t-elle permettre de respecter cette contrainte budgétaire qui a été fixée en amont? Ça, c'est la première des choses. Quid de la soutenabilité financière, c'est-à-dire quelles conséquences ça va avoir sur mon budget avec l'introduction de cette thérapie. Et donc, voilà, l'activité, on peut dire qu'elle est de façon générale, d'un point de vue environnemental, c'est un métier qui est sous contrainte budgétaire et rend nécessaire l'évaluation des conséquences des prises de décision. Donc on rentre dans le concept, et ce que je vais essayer de présenter, c'est dans quelle mesure on peut évaluer cette conséquence budgétaire. Donc là, on va essayer de présenter le cadre conceptuel d'une analyse d'impact budgétaire. Alors, l'impact budgétaire, c'est quoi? Techniquement, c'est une approche financière qui est destinée à estimer sur un horizon temporel déterminé, à court ou moyen terme, les conséquences financières de l'adoption d'une nouvelle thérapie. Et cette estimation, en fait, elle va résulter du calcul entre la prévision des dépenses d'une nouvelle thérapie ou pas. C'est-à-dire, en gros, quand je dépense, dès lors que j'adopte cette nouvelle thérapie, quelles vont être les conséquences et quelle est la conséquence si je ne l'adopte pas. Les implications. Donc il s'agit d'évaluer surtout, donc on se rend compte que voilà, ça va permettre d'une part d'évaluer la soutenabilité financière et d'anticiper sur le budget. Donc ça répond à deux questions, c'est est-ce que j'ai les moyens et dans quelle mesure je pourrais y répondre. Et par ailleurs, en fait, l'analyse d'impact budgétaire ne se limite pas à une simple analyse de coûts, on va dire, de dépenses du traitement, c'est-à-dire quel va être le budget sur le budget volume, c'est-à-dire ça c'est au niveau macro, c'est ce qui se fait, on va dire, d'un point de vue décision nationale, mais disons que ça va permettre aussi d'estimer la population qui va pouvoir en bénéficier. Donc cette méthode, elle va considérer à la fois la population qui est censée être traitée et puis les coûts qui sont censés être engendrés. Donc si on se concentre sur ce cadre conceptuel de l'impact budgétaire, c'est ça, c'est-à-dire prendre en considération l'environnement actuel et les paramètres qui peuvent être influencés par cette nouvelle thérapie, mesurer les impacts et voir les conséquences, c'est-à-dire le nouvel environnement. Ça dit quoi? D'un point de vue population, c'est-à-dire, voilà, sur une maladie donnée, connaître la population totale, population totale, ça c'est d'un point de vue démographique, pour connaître l'évolution, population du malade, population
la population qui est malade, qui est affectée par cette pathologie, la population qui va être traitée, et face à la population qui va être traitée, évaluer les ressources qui vont être consommées. Et à partir de là, on peut avoir une notion sur le coût de cette maladie-là. Concernant les paramètres clés, donc en réalité, c'est des paramètres d'épidémio et de médico-éco aussi. Dans un premier temps, ça va être l'incidence pour connaître l'évolution de cette pathologie. Cette incidence, elle peut être impactée dès lors quand il s'agit par exemple de vaccins ou de dépistage. La proportion de patients qui vont être diagnostiqués et traités avec cette nouvelle thérapie. Le parcours de soins, comment est-ce qu'il va être impacté, puisqu'il va y avoir une modification organisationnelle, c'est-à-dire traitement de ville versus hospitalisation, fréquence des visites qui peuvent être diminuées parce que moins d'effets secondaires, etc. Et les coûts unitaires, c'est-à-dire que quels coûts vont s'additionner au coût actuel. Donc, nouvelle thérapie, qui dit nouvelle thérapie, dit nouvelle procédure et donc nouveaux coûts. Et à partir de là, on peut avoir une vision, on va dire, sur le nouvel environnement, à court moyen terme, effectivement, sur 2-3 ans. C'est-à-dire, on va pouvoir savoir à nouveau quelle va être la population cible, pour aller plus vite, les nouvelles dépenses et les nouveaux coûts de la maladie. Et une fois qu'on a ça, on évalue le différentiel. C'est-à-dire que c'est une simple soustraction qui permet de mesurer environnement actuel versus environnement qu'on prédirait. Alors, étape de calcul de la population. Donc, l'élément clé, l'un des éléments clés dans l'analyse d'impact budgétaire, c'est surtout de mesurer la population finalement, qui va être traitée pour considérer le volume et donc forcément les dépenses. Donc, si on doit se résumer en fait le calcul de la population cible, donc rapidement, c'est de considérer la population générale, ensuite population de malades, donc prévalence et incidence annuelle à savoir, population annuelle diagnostiquée, celle qu'on arrive les patients qu'on arrive à détecter, la part des patients qui vont entrer dans cette indication, parce que généralement, une fois qu'on a les patients diagnostiqués, il y a aussi ceux qui sont résistants ou pas au traitement, etc. Et puis la population cible qu'on est censé traiter. Et par rapport à ça, en fait, il faut savoir prendre en compte les évolutions démographiques. Donc, ce n'est pas pour rien si on part toujours de la population annuelle générale. Ça nous permet un petit peu de savoir démographiquement comment va évoluer l'incidence de cette pathologie de T0 à 3e année ou voire 5e année. Et puis, en ce qui concerne la population qui va être ciblée, il faut prendre en compte les critères d'éligibilité à la thérapie, c'est-à-dire biologique, les contre-indications, la prise en compte des évaluations annuelles de ces différents critères. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on parle de coûts, on ne va pas se limiter uniquement au coût des médicaments. On va prendre l'ensemble, enfin, c'est un regard holistique des coûts, c'est-à-dire on va regarder le coût direct du traitement et les coûts indirects, c'est-à-dire qu'est-ce qui coûte, les dépenses des coûts médicaux, c'est-à-dire diagnostics, soins infirmiers, médicaments, les coûts non médicaux concernant le coût direct, transport, soins informels. Les coûts indirects, ça serait les coûts pour la société, c'est l'absentéisme, perte de production aussi, c'est un facteur clé aussi, et le coût pour les aidants, c'est-à-dire famille, proches, etc. Donc voilà. Donc c'est l'ensemble de ces coûts-là. Il y a certaines pathologies où on ne regarde pas forcément le coût selon les sociétés, etc. Selon les sociétés, le coût pour les aidants, en fait, il est négligeable dans la mesure où, en fait, dans notre éducation, c'est naturel de s'occuper du malade, mais en réalité, c'est une ressource consommée dans la mesure où c'est du temps de perdu, de consommer. Et là, maintenant, d'un point de vue méthodologique, une fois qu'on sait tout ça, c'est-à-dire la population et les coûts qu'on doit considérer, la méthodologie, en fait, elle est assez simple et assez applicable. Donc, les éléments à considérer pour la conception, c'est ceci. Fonctionnalité du système, c'est-à-dire considérer le système de santé comme il est. Certains systèmes de santé proposent plusieurs payeurs, d'autres un seul payeur qui va prendre en charge l'ensemble des dépenses.
Donc si on retourne à la slide des coûts, certains coûts qui sont tels que les coûts non médicaux, on va dire ah non mais ça c'est gratuit, etc. Mais en fait c'est jamais gratuit pour les autorités puisqu'ils dépensent, mais on le voit pas. C'est les coûts qu'on ne voit pas, mais malheureusement c'est un effort des politiques de santé. Donc ça c'est des coûts, on va dire qui sont pas suffisamment appréhendés. Donc c'est important de pouvoir les mesurer de sorte à dire ok. Est-ce que la dépense que je vais engendrer, elle va impacter l'ensemble de ces coûts et dans quelle mesure elle va me permettre de limiter ces coûts-là pour pouvoir mettre les dépenses ailleurs, quoi. Donc il y a aussi la perspective à adopter, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de la perspective du payeur, on va dire l'assurance maladie d'un point de vue global, est-ce qu'il s'agit du ministère, en l'occurrence en Algérie par exemple, est-ce qu'il s'agit du ministère de la Santé, est-ce qu'il s'agit des caisses d'assurance maladie, est-ce qu'il s'agit du patient qui va payer lui-même ses soins ou pas? Une fois qu'on a les coûts et ressources consommées, donc on a parlé de la population qui est éligible au traitement, le traitement de référence, c'est-à-dire qu'il faut connaître le coût du traitement en référence, c'est-à-dire vu qu'on parle de T0, généralement dans un premier temps on calcule quel est le coût actuel avec le traitement actuel. Ensuite, l'impact sur les autres coûts, c'est-à-dire tout ce qui est coût relatif au parcours de soins, c'est-à-dire quelles sont les dépenses qui vont être engendrées ou qui vont être diminuées. Et puis l'horizon temporel, c'est-à-dire que quand on fait une prévision, on va pas se dire ok, je veux mesurer l'impact budgétaire sur 6 mois ou sur 2 ans. En fait, généralement, on fait deux choses. La première, c'est qu'on adapte un horizon temporel qui va être relatif à la pathologie. Et puis, secondo, ce qu'on fait, c'est de regarder d'un point de vue chronologie de la mise en place du budget. En l'occurrence, il s'agit d'un budget annuel des autorités. On peut faire une analyse temporelle qui va être sur 1 an pour pouvoir mesurer sur 1 an l'effet que ça va avoir. Mais si la pathologie, on va dire, on a besoin d'un recul de 2-3 ans, eh bien, on va faire en sorte de mettre un horizon temporel sur 2-3 ans. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il y a 3 éléments clés, c'est-à-dire, il ne suffit pas de dire, OK, j'ai fait une analyse déterministe qui me montre que j'ai fait telle ou telle dépense. Il y a les incertitudes à prendre en compte, donc il y a le rôle oui, d'accord. Il y a le rôle de la probabilité et des mathématiques, c'est-à-dire prendre en considération différents scénarios. Et puis il y a la validation de ces hypothèses-là par les cliniciens, les experts, et validation méthodologique des académiciens. Donc une fois qu'on a ça, on peut faire, une fois qu'on sait conceptuellement qu'est-ce qu'il faut faire, on va considérer, il y a des données à considérer. Ces données, ça peut être des recueils médico-administratifs, les données internationales et ensuite faire de l'adaptation si la population est similaire, etc. Et aussi toujours avoir l'opinion d'experts locaux pour la validation des données. Donc voilà, la finalité c'est ça, c'est de dire voilà, j'ai les dépenses du nouveau traitement, je connais ses coûts en termes de médicaments, ses coûts médicaux, les coûts indirects, on connaît les dépenses d'un point de vue pharmaceutique, les dépenses en santé et les dépenses sociétales. Donc on a un budget qu'on connaît, et puis les mêmes dépenses liées au nouveau traitement, et une fois qu'on a ça, on fait notre différence, et on a notre impact budgétaire. Donc maintenant, un cas pratique, donc j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire ça rapidement. Donc c'est prendre en considération une pathologie qui est l'urticaire chronique spontanée, et on va essayer de voir l'impact économique d'un nouveau traitement qui est l'omalizumab. Donc voilà, pour rappel, un rappel rapide sur la pathologie. En fait, c'est une pathologie qui se définit par l'apparition d'urticaire et de prurite pendant plus de 6 semaines, sans que le déclenchement soit lié déclenché par des facteurs externes. Donc l'urticaire est généralement pris en charge en ville, généraliste ou dermato, et les cas sévères à l'hôpital. Donc le fardeau de cette maladie est assez lourd. Donc il y a 2 fardeaux. On va considérer le fardeau de santé publique, où on sait que la pathologie, en fait, généralement, elle est sous-estimée parce que c'est des pathologies dont on ne meurt pas, mais on en souffre. Donc le fardeau est très lourd pour le patient, avec des démangeaisons et urticaires imprévisibles, une douleur avec une notation de l'échelle de la douleur qui va jusqu'à 7 sur 10, une qualité de vie qui est très impactée, avec un manque de sommeil, activité quotidienne limitée, absentéisme, effets aussi psychiques, avec dépression, etc. Et par rapport aux autres pathologies de la peau, telles que le psoriasis, il faut savoir qu'il y a une surconsommation généralement des médicaments et par conséquent, risque d'effets indésirables. Et puis d'un point de vue économique,
En fait, la littérature, elle montre que c'est une pathologie qui d'un point de vue économique, qui est très lourde, qui impacte à la fois les coûts directs, indirects, et les coûts qui vont découler aux coûts indirects tels que travail, absentéisme. Et puis, lorsqu'on regarde l'évolution de ces coûts, naturellement, comme la plupart des pathologies, les coûts augmentent avec l'aggravation. Donc, plus c'est sévère, plus ça coûte cher. Voilà. Donc, d'un point de vue thérapeutique, ce produit a montré, c'est un anticorps monoclonal qui a montré une amélioration significative et rapide des symptômes. D'un point de vue économique, l'efficience a été démontrée, c'est-à-dire l'analyse coût-efficacité a été démontrée au regard des autorités de santé au niveau international, que ce soit au UK, qui est l'autorité la plus restrictive sur le cost effectiveness, c'est-à-dire sur le coût analyse efficacité, et ainsi qu'au Canada. Et ce produit, on va dire, là où sa valeur, on va dire, économique, c'est le gain en utilité. On n'a pas assez de temps pour rentrer en profondeur sur l'utilité, mais généralement, c'est un produit qui a le fait d'améliorer la qualité de vie, va réduire, et puis parallèlement, il réduit aussi les ressources qui vont être consommées médicalement. Mais la problématique de ce genre de produit, c'est est-ce que c'est soutenable financièrement? C'est-à-dire quel va être son impact budgétaire? Voilà. Pour l'étude d'impact budgétaire, j'ai pris rapidement une étude qui a été publiée au Value in Health. Et c'est une étude qui a été réalisée en Italie. Donc l'avantage de cette étude à présenter au niveau de la salle, c'est que bon, pour l'Italie, il y a une proximité géographique, c'est déjà un bon point. Et puis il y a une similitude des pratiques hospitalières, c'est-à-dire que le parcours de soins est très dépendant aux structures hospitalières. Généralement, tous les produits innovants restent à l'hôpital. Et l'hôpital reste le cœur de l'activité au niveau italien, au niveau du système italien. Donc l'idée, c'est de développer un modèle qui va estimer l'impact sur le budget de santé de l'introduction de ce produit-là pour les patients atteints d'urticaire chronique et spontanée. Donc ce modèle-là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supposé une population globale avec des répondeurs positifs à 90% et 10% de non-répondeurs. Donc le fait est de savoir que c'est un produit qui est censé prendre à 6 mois. Donc on a fait comme s'il s'agissait de 50-50. On a dit, bon voilà, les non-répondeurs arrêteraient le traitement au bout de 3 mois. Donc en fait, on estime que la période moyenne du traitement, elle est de 4,5 mois. Donc déjà d'un point de vue scénario, c'est intéressant puisqu'il n'est pas optimiste, enfin, il est minimaliste. Donc ça c'est bien. 4,5, de passer de 6 mois à 4,5 mois, c'était l'idée. Méthodologiquement, en fait... Donc l'origine de l'étude, on a dit Italie, perspective, système de soins italien. L'horizon temporel, ils l'ont fixé sur 3 ans pour voir quel va être l'impact sur 3 ans. Population cible, donc c'est celle qui est relative à l'indication. Et puis les coûts considérés, c'est les coûts directs médicaux, à savoir les coûts liés aux médicaments, les coûts hospitaliers, les coûts des visites et urgences. Et puis le scénario, évidemment, quand il y a une nouvelle thérapie qui rentre, le scénario qui est suggéré, c'est l'évolution du taux de prescription de ce type d'innovation. Donc en fait, on estimerait qu'il passerait de 10% à la première année, après de 30% à la 3e année. Donc les données qu'ils avaient dans cette étude-là, c'était d'avoir l'état actuel de type de prescription. Donc on voit qu'en majorité, c'est les antihistaminiques. Et au regard de cette proportion de prescription, on a considéré l'évolution de 10 à 30% pour ce qui est de l'anticorps monoclonal. Voilà. Donc, estimation de l'évolution de la population. Donc, en fait, le fait d'avoir les données démographiques et l'incidence, etc., on a pu savoir, enfin, on a considéré que l'évolution de la population passerait de 27 500 à 28 000, et pareil pour les patients qui vont être traités, de 2 900 à 7 900. Donc, quand on regarde l'évolution des coûts sur les 3 années, eh bien, que ce soit les coûts médicaux, urgences et hôpital, ils vont augmenter dans le temps, sur la première 3 années. Ils vont tous passer, grosso modo, une évolution de 30% sur les 3 années, avec une évolution de 10% annuelle. Hop. Et lorsqu'on regarde, en fait, le résultat final, c'est plus de regarder quand on considère les coûts médicaux directs et les coûts
les coûts médicamenteux de façon générale, eh bien, on s'aperçoit qu'une partie des coûts supplémentaires de l'introduction du produit a été compensée par une diminution de la consommation des autres ressources, c'est-à-dire coût de la maladie qui diminuerait. Et en réalité, le coût, en fait, c'est ça que va apporter l'impact budgétaire, c'est de savoir qu'en fait, à la première année, le produit ne coûte à la société que 1,4 million, contrairement à ce qu'on pourrait se dire si on regardait que les coûts médicamenteux en bleu, c'est-à-dire on voit que c'est à plus de 10 millions, et à la troisième année à 3,7. Ce qui montre en fait une économie quasiment de 10 millions à partir de la troisième année, et une dépense que de 3 millions. Donc voilà, en conclusion, en fait, pour faire rapide, voilà, l'avantage de ce type de produit, en fait, dès lors qu'ils démontrent en fait, qu'ils réduisent le fardeau de la maladie, qu'ils améliorent la qualité de vie, que dès lors qu'en fait on peut avoir une population qui est bien identifiée, les dépenses en médicaments en fait, généralement sont composées par des économies de coûts en réduisant la fréquence des visites médicales, urgences et hospitalisations. Et puis voilà, donc en recommandation générale, donc c'est la dernière slide. Donc dans une prise de décision qui est par nature, en fait toute prise de décision est par nature multicritère, et ça c'est encore plus vrai pour tout ce qui est question de prise en charge d'un médicament. Donc on ne va pas regarder juste l'efficacité, etc. On va prendre des considérations économiques, éthiques, socio-économiques, les enjeux industriels aussi, quand il s'agit du développement aussi local. Il y a cet aspect-là qu'il faut regarder là. Enfin, avant toute prise de décision, en fait, l'idée c'est de mesurer les conséquences. Donc, une fois qu'on sait que c'est multicritère aussi, c'est se concentrer aussi sur les conséquences de ces différents critères, comment est-ce qu'ils vont impacter un budget, enfin, d'un point de vue économique. Et l'activité du pharmacien hospitalier, en fait, sachant qu'elle est sous contrainte budgétaire, l'idée c'est de me dire, enfin moi, c'est une des recommandations que je me suis dit, c'est finalement, bon voilà, comment c'est que le pharmacien hospitalier, il est dans une contrainte qui est liée au budget. L'analyse de l'impact budgétaire, en fait, elle semble être un outil clé dans la prise de décision. Pourquoi ? Parce que, bon, voilà, d'une part, elle répond à des problématiques budgétaires, et puis surtout, c'est réalisable, contrairement aux études d'évaluation économique qui sont plus lourdes et qui demandent des données beaucoup plus conséquentes. Donc voilà, donc données de population, ça demande à considérer deux choses, données de population, choses qu'on peut avoir, et coûts médicaux. Voilà, donc j'ai terminé. Merci à vous.